OK. Donc, bienvenue à votre premier cours à distance en ligne pendant cette pandémie mondiale. OK. On commence la dynamique. Jusqu'à date, en cinématique, on avait vu l'analyse des mouvements, donc des objets en mouvement. Donc, un objet qui mouvait avec une accélération constante, parfois avec différentes accélérations constantes à travers d'un trajet, disons. Des mouvements à deux dimensions, les projectiles, etc. Donc, cinématique, c'est vraiment ça, c'est l'étude du mouvement lui-même. La dynamique, c'est un peu différent, tel que ça va parler de les causes du mouvement. Donc, jusqu'à date, on a parlé d'un objet qui accélère, un objet qui va ralentir, qui va bouger à une vitesse constante. Mais c'est quoi qui fait en sorte que ces objets commencent à bouger? C'est là où la dynamique vient en jeu. La dynamique, ça va être l'étude des forces dans l'univers. Donc, dans vos notes, vous allez voir qu'on commence avec une introduction aux forces. Donc, je vais lire vite fait le fait qu'il existe seulement 4 forces fondamentales dans l'univers. Donc, de toutes les études qu'on connaît, chaque effet d'une force peut être attaché à une de ces 4 forces. Donc, il y a la force forte nucléaire, il y a la force faible nucléaire, la force gravitationnelle et la force électromagnétique. Les deux forces qu'on va voir dans 11e et en 12e pas mal, largement, ça va être la force électromagnétique et la force gravitationnelle. Donc, dans la vie courante, c'est vraiment ces deux forces-là avec lesquelles on va interagir le plus souvent. La force gravitationnelle, je pense que j'avais déjà peut-être des idées. C'est une force qui te garde sur la Terre, ça va faire avec la gravité. On va la voir un peu plus en détail. Essentiellement, ce qui est important à savoir ici, c'est que c'est une force qui peut seulement attirer des objets. La force gravitationnelle ne va jamais repousser quelque chose. La force électromagnétique, elle peut pousser et attirer. Donc, tu te frottes une ballonne sur les cheveux et tu es capable de la coller sur le mur. Ça, c'est la force électromagnétique. Ça serait la force électrostatique plus précisément, mais c'est une forme de... c'est une manifestation de la force électromagnétique. Similairement, toutes les autres forces qu'on va discuter. Donc, je te nomme 4 forces fondamentales, mais dans notre cours, on va parler d'une force normale, de la force appliquée, d'une force de friction, etc. Il va y avoir d'autres forces qu'on va discuter. Chacune de ces forces se rattache à une de ces 4 forces fondamentales. Okay? La force gravitationnelle, assez clairement, va avoir affaire avec la force d'attraction entre les corps, entre les masses. Mais la force électromagnétique, elle peut se voir de différentes façons. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que je vais mettre un petit vidéo, un petit GIF dans le Classroom qui montre quelque chose d'assez intéressant. C'est pas 100% réaliste, là, mais toute matière dans l'univers, un certain pourcentage de la matière dans l'univers est faite de matière comme on la connaît, d'électrons, de protons, d'atomes. Donc, une atome, si vous ne savez pas, j'ai plein de petites particules positives et neutres à l'intérieur de mon atome, au nucléus, le noyau. Donc, j'ai des particules positives et j'ai des particules qui sont neutres. On appelle ça des protons, ceux qui sont positifs, et des neutrons, ceux qui sont neutres. Ça, ce serait comme notre noyau, l'intérieur de notre atome. Alentour de notre atome, on a des petits électrons. Des électrons, là, c'est des petites particules négatives. Et pour tout de suite, là, on va considérer là, que ces électrons-là sont en train de tourner alentour de notre noyau. En effet, les atomes, une petite perspective, je pense que c'est l'atome d'hydrogène. Si on ferait genre un zoom sur notre atome d'hydrogène, et on ferait en sorte que le noyau serait aussi grand qu'une balle de football, je pense que l'estimation est que l'électron serait quand même extrêmement petit. On ne serait pas capable de le voir. Il est extrêmement petit comparé aux protons et neutrons. Mais l'électron, son rayon, là, comment loin qu'il serait genre à l'extérieur d'un stade de football. Okay? Un gros stadium, là, tu mets le noyau dans le milieu du terrain de football. À l'extérieur, là, quand tu es rendu dans le parking lot, ça serait l'électron qui est en train de tourner alentour. Effectivement, un atome est 99,9999% vide. Hein? Tout l'espace ici, là, entre le noyau et l'électron qui tourne alentour, tout l'espace ici est vide. Et en grandeur, là, ceci n'est pas vraiment réaliste. Essentiellement, tu aurais genre un noyau qui serait la grandeur d'un petit point, et tu aurais genre l'électron qui serait rendu extrêmement loin, qui tourne alentour. Hein? Donc c'est difficile à vraiment représenter visuellement. Mais c'est juste à dire que les atomes, c'est extrêmement petit.
est largement vide. Ceci étant dit, tout atome, majoritairement, dans ton corps, va avoir des électrons alentour d'eux. Les électrons sont négatifs. Qu'est-ce qui arrive si tu mets un électron négatif près d'un autre électron négatif? Mais c'est un peu comme le magnétisme, électromagnétisme. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu dans vos cours de sciences. Deux charges similaires se repoussent. Ils vont ressentir une force de répulsion. Ils vont se repousser. L'inverse, ça serait si je mets quelque chose de positif et négatif, ils vont s'attirer. Hein? Les opposés vont s'attirer. Donc, qu'est-ce qui arrive quand ma main, qui est essentiellement recouverte d'une couche mince d'électrons, touche un autre objet qui est aussi recouvert d'une touche mince d'électrons? Bien, c'est essentiellement ce qui arrive, c'est que j'essaie de rapprocher deux électrons ensemble. Je suis en train de prendre mes deux électrons qui sont en train de tourner alentour de mon noyau positif. Là. Ces choses-là sont en train de tourner alentour du noyau positif. L'électron est en train de tourner alentour du noyau positif. Si j'essaie de rapprocher ces deux atomes-là, si j'essaie de rapprocher ma main au mur, c'est-tu possible que mes deux électrons vont se toucher? Effectivement, c'est non. Donc, un grand affaire que vous allez voir, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est impossible de se toucher comme qu'on pense à l'acte de toucher quelque chose. Quand je touche quelque chose, je ressens l'effet de ressentir quelque chose de physique. Mais en réalité, il n'y a pas de vrai contact. Il n'y a pas deux choses qui sont en train de se toucher, puisque les électrons de ma main repoussent les électrons du mur. Hein? Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la sensation et le fait qu'on se touche comme humain, là, de façon en parlance tous les jours quotidiens. Oui, on se touche. Tu donnes une claque à quelqu'un, ça va faire mal, oui. Mais est-ce qu'il y a eu un contact comme qu'on le pense maintenant? Non. Okay? Donc, ça, c'est une petite affaire de blow your mind. Okay. Donc, ceci étant dit, la force électromagnétique, celle-ci qui parle des champs électriques, les champs magnétiques, celle-ci va se manifester dans différentes autres formes. Donc, quand on va parler d'une force de friction, quand je frotte deux objets l'un contre l'autre, c'est vraiment une manifestation de cette force fondamentale. Quand je vais parler d'une force appliquée, je pousse sur quelque chose, ça va être une manifestation de cette force fondamentale. OK. Donc, ça, c'est mes quatre forces fondamentales. La force électromagnétique, la force gravitationnelle. Celles-ci, les deux-là, on va les connaître quand même assez bien cette année. La force forte et la force faible nucléaire. Ça, c'est ce qui arrive à l'intérieur de l'atome. Donc, comme on vient de voir, là, les charges similaires ne veulent pas s'approcher. Hein? Tu ne veux pas avoir deux charges négatives ensemble, ils veulent se repousser. Dans l'atome, comme j'ai décrit, vous remarquez que j'ai plein de protons ensemble. J'ai des protons qui sont des charges positives, mais j'ai aussi des neutrons qui n'ont aucune charge. C'est un mélange des deux, là, ça dépend de la façon dont ils sont arrangés. Comment ça, est-ce que j'ai plein de charges positives ensemble qui ne se repoussent pas? Non, on imaginerait que j'aurais quelque chose de même, là, j'aurais les protons qui veulent sortir de là et une grosse explosion, il n'y aurait aucun atome qui existe. Dans les cas, dans le noyau de l'atome, on a la force forte nucléaire. La force forte nucléaire, elle est plus forte que la force électromagnétique. Elle fait en sorte que la force forte nucléaire vient en jeu pour garder les protons ensemble, pour pas qu'ils se repoussent. Donc, si tu approches deux protons assez proches, ils veulent se repousser, ils veulent se repousser, ils veulent se repousser. À un certain point, c'est capable de les rapprocher assez, la force forte nucléaire les garde ensemble. Similairement, tu as la force faible nucléaire qui va garder les gluons. Les gluons, c'est les petites particules qui vont composer les protons et les neutrons. Ah, pardon, pas les gluons, ce serait les quarks. Pardon. Les quarks, c'est les particules qui composent un proton et un neutron. Autrement, tu pourrais briser un proton en 3 morceaux. Tu pourrais briser un neutron en 3 morceaux, qui sont des particules fondamentales. Donc ça, c'est les quarks. Si on a la chance, on va explorer ça un petit peu vers la fin du cours. Mais pour tout de suite, souvenez-vous que les forces qui nous intéressent, c'est la force électromagnétique, donc l'électricité, le magnétisme, l'électrostatique, et la force gravitationnelle. Ça, c'est vraiment les deux les plus importantes que tu dois comprendre comme c'est. Okay. Les forces. Les forces sont des grandeurs vectorielles. Ça veut dire qu'il y a une grandeur, il y a une magnitude, et ils ont aussi une direction. Il y a toujours une direction à une force. Tu vas toujours appliquer une force dans une direction. Tu ne peux pas forcer sans pousser ou tirer dans une certaine direction. Similairement, les diagrammes de force, c'est ça qu'on va utiliser ici, sont super importants pour représenter la situation. Donc, dans la cinématique, on dessinait qu'est-ce qui arrivait.
dans Dynamique, on va dessiner des diagrammes de force. On va dessiner toutes les forces qui agissent sur un objet. L'unité de mesure de la force, c'est le Newton. Okay? Quand on va parler de la grandeur de la force, on ne va pas parler des mètres, on ne va pas parler de secondes, on va parler de Newton. Plus tard, on va aller voir là, que le Newton, on utilise une lettre majuscule, à cause c'est nommé d'après Newton, Sir Isaac Newton, ceci remplace des kilogrammes mètres par seconde carré. Okay? Kilogramme, c'est une masse, mètre par seconde carré, c'est une accélération. On va le voir plus tard là, que ceci, c'est important. Mais pour tout de suite, là, la force, ça se mesure en Newton, c'est assez pour tout de suite. Finalement, étant des vecteurs, on est capable de calculer la somme vectorielle. Okay? On est capable d'additionner des vecteurs. En cinématique, on additionnait des vecteurs, surtout de déplacement. Alors, tu bouges une certaine distance dans une direction, une autre distance dans l'autre direction, une autre dans l'autre. Là, tu trouves c'est quoi le déplacement total. On peut trouver la force totale. On va appeler ça la force nette. On est capable d'aller déterminer c'est quoi la force nette en faisant une somme vectorielle, en additionnant tous les vecteurs. Donc, direction et grandeur va être extrêmement important. Donc, d'autres définitions, les forces sont des mécanismes par lesquels on engendre des mouvements. Sans force, les objets déjà en mouvement continueraient à vitesse constante et en direction rectiligne, et les objets immobiles resteraient immobiles pour toujours. On va voir que ça, c'est une expression de la première loi de Newton. La première loi de Newton, c'est l'inertie. Sans les forces, les objets continuent à faire ce qu'ils font. Un objet qui est immobile va rester immobile, à moins qu'on applique une force. Hein? C'est une roche qui est par terre, là, elle ne va pas bouger par elle-même, il faut que tu donnes un coup de pied. Similairement, si un objet est en mouvement, déjà, il va continuer en mouvement, à moins qu'on applique une force. Pense sur de la glace. Tu lances quelque chose sur la glace, ça glisse, ça va continuer à glisser. L'objet continuerait à glisser à l'infini s'il n'y aurait pas de la friction qui la ralentit. Même sur de la glace, il y a quand même un peu de friction. Sans cette friction-là, elle continuerait à l'infini. Dans l'espace, on voit ça souvent. C'est pour ça qu'on a des astéroïdes qui viennent de très, très, très loin. Ces objets-là, ils vont continuer en mouvement rectiligne, en ligne droite, jusqu'à temps qu'il y ait une autre force qui s'applique dessus pour l'arrêter ou changer sa direction. Donc, c'est quoi une force? Dans vos notes, ça devrait être rempli. Une force, c'est une action physique qui engendre un changement d'état. Donc, ton état étant soit immobile ou à vitesse constante. Hein, ça va changer ton état. Soit que ça va te rendre plus immobile ou ça va changer ton état de mouvement. Ça va te changer de direction, augmenter ou ralentir ta vitesse. Les forces sont toujours communiquées par une pousse ou un tir. Hein? Soit tu pousses quelque chose ou tu tires sur quelque chose. Il n'y a pas d'autre façon d'appliquer une force. Okay. Les diagrammes de force. Ce qui devient important ici. On va parler des diagrammes de force. Comment les représenter, les forces qui s'appliquent sur un corps, sur un objet. Et plus tard, on va faire les 3 lois de Newton qui sont extrêmement importantes. Hein? C'est ça qui va nous donner la base pour comprendre comment analyser la dynamique. Donc, les diagrammes de force, pour arriver à résoudre un problème de physique, cela est toujours un atout de représenter la situation à l'aide d'un schéma. Fais un dessin. Ça va t'aider à mieux comprendre. 1. Dessine l'objet seul avec un point à son centre. On parle de ça pour essentiellement démontrer le centre de gravité. En 11e et 12e, on va toujours appliquer des forces sur le centre de gravité d'un objet. Donc, en d'autres mots, si j'ai une personne, le centre de gravité se trouve pas loin du nombril. Je pense que ça varie un petit peu en moyenne d'après les sexes des personnes. Je crois que les femmes sont un peu plus bas et les hommes un peu plus hauts, juste à cause de la physique des personnes. Là. Mais de toute façon, si on applique une force sur une personne, si je pousse parfaitement sur le centre de gravité, la personne va bouger dans la direction que j'applique la force. Si j'appliquerais une force au-delà, comme sur la tête, ben, dans ce cas-là, tu aurais un peu de rotation qui se produirait. Hein? Ça tournerait alentour du centre de gravité. Donc, pour ce cours, en 11e et 12e, on ne va pas parler de rotation, on ne va pas parler de choses qui tournent, on va toujours appliquer nos forces sur le centre de gravité. C'est pour ça que tous nos diagrammes, même si on dessine une personne, un objet, une tondeuse, whatever, là, peu importe c'est quoi notre situation, on va toujours les approximer comme étant un petit point au centre. Et on va choisir un point, on va dire toute la masse de cet objet-là est concentrée au centre de gravité. Je vais vous montrer un petit exemple dans une seconde. OK. Ce que je vous montre ici, c'est essentiellement un exemple du centre de gravité, ou le centre de masse. J'ai une fourchette et une cuillère que j'ai mis ensemble en les fourquant ensemble.
remarquez que la forme est un peu courbée. Hein? Donc, essentiellement, j'ai une forme, je vais dessiner ici, là, qui ressemblerait à ceci. J'ai une forme qui serait ma fourchette, puis ensuite ma cuillère de l'autre bord. Leur centre de masse, il se trouve dans le milieu ici. Hein? Donc, c'est un peu une façon bizarre. C'est juste un petit exemple que je trouve toujours trouvé ça intéressant. Donc, elle est en train de balancer parfaitement sur une coupe, sur une petite pointe, hein, ça a l'air d'un cure-dent. Donc, j'ai arrivé à mon point, à mon centre de gravité ici, à l'aide d'un cure-dent. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est brûler rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon petit cure-dent. On va voir ce qui arrive. Donc, comme c'est là, toute la masse de ma cuillère et ma fourchette est en train de se poser sur un seul petit point. Et maintenant, ce petit point est le seul point de contact. Donc, toute la masse, comme c'est là, est en train de se reposer sur une petite partie de la coupe. Donc, le centre de gravité, essentiellement, c'est une façon d'approximer mon objet. Donc, si j'aurais mon objet ici et j'applique des forces dessus, j'approximerais que mon objet, qui est une combinaison de la fourchette et de la cuillère, est essentiellement juste un petit point concentré à cette place-là. Juste comme notre personne, même si elle est complexe, il y a des bras, il y a une tête, des cheveux, que ce soit, on assume que ça agit comme un seul point concentré à cette place. OK, retournons à nos notes. Donc, je vous donne une petite, des démarches à suivre pour créer un diagramme de force. Donc, pour arriver à résoudre des problèmes de physique, c'est toujours un atout de représenter la situation à l'aide d'un schéma. Donc, on dessine l'objet seul, avec un point à son centre. Donc, tu vas dessiner la situation elle-même, tu peux la dessiner, tu vas mettre un petit point dans le centre. Ensuite, détermine et représente toutes les forces qui agissent sur l'objet. On va faire ça avec des flèches. Hein? Des vecteurs, c'est une grandeur et une direction. Donc, la grandeur de la flèche pour nous dire comment grande est la force. Et la direction, évidemment, va pointer vers la direction de la flèche. Ensuite, on a besoin d'un système de référence approprié. Donc, on a vu plusieurs. On avait vu les angles standards de 0 à 360, nord, sud, est, ouest, positif, négatif, avant, arrière, haut et bas. Ça peut varier dépendant de la situation. Assure-toi d'utiliser soit la convention. Si tu n'utilises pas une convention, dans ce cas-là, précise c'est quoi ton système d'axe, donc ton système de référence. Donc, je vais montrer trois exemples. Dessiner les trois en dessous, juste en bas des étapes pour les diagrammes de force. Première chose qu'on va faire, c'est juste une personne qui est bien plate, là, qui est debout. Donc, bien grand. Vous savez que je ne suis pas un artiste, là, mais je vous dis allô. Un petit chapeau. Okay. Voici ma personne qui est debout. Que sont les forces qui agiraient sur cette personne? On va aller voir plus en détail à la prochaine page, mais pour tout de suite, je vous dirais, il y a une force de gravité. La force de gravité ici s'applique sur mon personnage, ma personne. Cette personne, où est-ce qu'on va l'approximer? Bien sûr, on va dire ça agit comme un petit point là. La personne est maintenant dans un point. On va faire abstraction. Quand tu fais abstraction, tu oublies le contexte, tu oublies le fait que c'est une personne. Pour nous autres, c'est un point. Quelle force agit sur ce point? On va voir plus tard qu'il va y avoir une force gravitationnelle vers le bas. FG qui tire vers le bas. C'est ça qui te garde par terre, essentiellement. Mais il y a une autre force qui agit là. Comme c'est là, s'il y avait juste une force qui agit sur toi, tu serais en train de tomber. Tu serais en train de tomber à chute libre. Ça ne serait pas le fun. Il est en train de tomber? Non. Il y a une force qui est en train de pousser vers lui. Pourquoi et de où qu'elle vient? On appelle ça une force normale. La force normale, ça vient d'un plancher, ça vient d'une surface. On pourrait dessiner une force normale, F, N majuscule, qui pointe vers le haut. Donc j'ai deux forces, une force gravitationnelle et une force normale. On aurait pu aussi accepter tout simplement faire le point, oublier le fait que c'est une personne complètement, et dessiner FG et FN, force normale. Okay? Ça, ce serait un diagramme de force pour une situation très simple. OK. On va aller un petit peu plus compliqué. On va aussi remarquer, là, la grandeur de la force normale et la grandeur de la force gravitationnelle sont de la même grandeur, mais des directions opposées ici. On va voir plus tard que ceci implique que
la force normale et la force gravitationnelle s'annulent. Hein, quand je fais une somme vectorielle, j'additionne le vecteur-là avec celui-là. Si j'ai monté de 10 newtons et je descends de 10 newtons, effectivement, j'ai 0 newton. Hein, donc, il n'y aurait aucune force nette dans ce cas-là. C'est du vocabulaire qu'on va voir dans la prochaine section. Ensuite, à côté du petit bonhomme, on va dessiner une autre situation un petit peu plus complexe. Un petit brin plus. Cette fois, on va dessiner un objet qui est sur un plan incliné. Là, les plans inclinés, on va surtout les étudier en deuxième année. Là, je vais vous montrer comment on dessinerait notre situation dans un plan incliné. Donc, un plan incliné, il y a un angle, on va dire, de θ. Puis j'ai une boîte. Donc, la boîte, c'est ça qui m'intéresse. Que sont les forces qui agissent sur cette boîte? Premièrement, où est cette boîte? Elle est sur un plan. Pour nous autres, en dynamique, on va dire que la boîte est concentrée à son centre de masse dans le centre. Puis là, on pourrait le placer n'importe où, notre point. Ce n'est pas super important. Ce qui va être important, ça va être nos vecteurs de force. Comme tout à l'heure, il va y avoir une force gravitationnelle, Fg vers le bas. Pourquoi est-ce que ma boîte n'est pas en train de tomber verticalement, parfaitement vers le bas? Bien, il y a un plancher là. Il y a un plancher qui est en train de pousser de façon perpendiculaire. On appelle ça ici la force normale. La force normale, par définition, on va la voir plus tard, elle est toujours perpendiculaire, hein, toujours à 90 degrés, avec la surface. Toujours, toujours, toujours. Là, ma boîte, disons qu'elle tombe. Si elle est en train de tomber vers le bas, toi, quand tu te jettes en bas d'une côte, ressens-tu quelque chose? Tu as probablement mal à la face si tu tombes sur la face, tu prends mal aux fesses si tu tombes sur les fesses. Raison étant, il y a beaucoup de friction. Hein, il y a une petite force de friction qui est en train d'être appliquée là. Remarquez que chaque force, chaque grand F qui démontre une force, a un petit indice. Fg pour la force gravitationnelle, Fn pour la force normale et Ff pour la force de friction. Ceux-ci ne sont pas arbitraires. Okay? Gravité, la force de gravité, pardon, normale et friction, frottement, c'est pas mal standard. Parfois, on va nommer des forces d'autres façons. On peut dire la force de Corbin, la force de Michels, la force de Virginie. On peut mettre Fc pour force Corbin, Fv pour force Virginie, Fm pour force Michels. On peut la nommer comme qu'on veut, mais les petits indices nous donnent des indices à quelle est cette force. Donc, si j'aurais une deuxième situation, similairement, j'aurais pu aussi juste mettre un point et dire, ben, j'ai une force gravitationnelle, j'ai une force normale à un certain angle, et j'ai une force de friction. Ceci serait aussi acceptable. Faites attention, quand on dessine ceci, là, des fois, ça se voit un peu moins bien si on ne met pas notre plan pour voir qu'il y a un angle. Hein, ça se peut que ça soit un peu difficile à trouver nos angles dans ce cas-là. Peu importe. On passe au dernier petit diagramme. Cette fois, on va placer une personne qui tombe à chute. Ben, disons chute presque libre, pour commencer. Donc, chute libre, on avait vu, c'est quand un objet tombe. Donc, notre personne, là, tiens, est en train de tomber. Les cheveux. Ben, quelqu'un est en train de tomber. Quelqu'un tombe, il y a une raison. Disons que tu es dans les airs là, et tu sautes de ton avion, un hélicoptère. Pourquoi tombes-tu vers le bas? Effectivement, c'est la force gravitationnelle. Il y a quelque chose qui te tire vers le bas. Dans l'avion, tu es immobile. Quand tu sors de l'avion, ben, ton corps voudrait rester immobile. Qu'est-ce qui va te faire bouger? C'est la force gravitationnelle. Donc, j'ai une force gravitationnelle qui tire vers le bas. Si on parle de chute libre, voici la situation. C'est la seule force qui est en train de te tirer vers le bas. C'est la seule force qui te fait accélérer, qui change ton état. En réalité, qu'est-ce qui arrive le plus vite que tu bouges? Donc, il y a certains d'entre vous qui vont dire, ben, tu vas arriver à une vitesse terminale, une vitesse maximale. C'est vrai. C'est seulement vrai quand on considère la résistance de l'air. À des petites vitesses, comme quelqu'un qui court, quelqu'un qui bouge, c'est négligeable. Quand on échappe une balle, ça ne fait pas grand-chose la résistance de l'air. Quand tu tombes à des grandes vitesses, quand tu es en train de faire genre on appelle ça, tu sautes d'un avion, du skydiving, tu peux atteindre ta vitesse maximale, ça se fait. C'est possible dans ce cas-là à cause que tu tombes très, 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 très vite. L'accélération gravitationnelle, 9,81 mètres par seconde carré, là, tu tombes pour environ 3 secondes, tu bouges à 100 km/h. C'est vite en maudit. Donc, si on considère la résistance de l'air, il va falloir qu'on considère une autre force.
Ça, on pourrait dire une force de friction de l'air, une force de résistance, une force de... Il y a différents mots qu'on pourrait utiliser. Ça, on va mettre force de friction, puisque c'est le vocabulaire qu'on va utiliser en 11e année. Donc, 3 situations qu'on peut représenter à l'aide des diagrammes de force. OK. Prochainement, tournez la page, on va aller voir toutes les forces qu'on va voir dans cette unité de la dynamique. Et vraiment, les forces qu'on va voir jusqu'à 12e année. En 12e, on en rajoute vraiment juste une de plus. Attendez une minute, on se revoit dans une seconde. OK. Donc, les forces qu'on va rencontrer dans cette unité, ou au cours de cette année, sont les suivantes. Il va y en avoir d'autres, mais voici les plus importantes, les plus, celles qu'on va rencontrer le plus souvent. Donc, il y a la force normale. On avait déjà vu la force normale. La force normale, on la démontre avec la variable grand F vectorielle. C'est une force et un grand N, un N majuscule. C'est important de mettre le N majuscule, à cause plus tard, on va avoir une force avec une lettre minuscule, un N minuscule. Donc, faites attention, la force normale, N majuscule. À côté de la description que j'ai donnée dans mon note, là, allez dessiner un plancher. Donc, quand on met des petites lignes de même en physique, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est fixe, c'est solide. Sur ce plancher, on va placer une boîte. Que sont les forces qui s'appliquent sur cette boîte? Donc là, on va dire, il y a la force gravitationnelle vers le bas. Donc, sur notre point, on dirait qu'il y a une force gravitationnelle vers le bas. Et le fait que cette boîte ne tombe pas me dit qu'il y a une autre force qui est en jeu. S'il y avait juste la force gravitationnelle, tu serais en train de tomber, l'autre de cette boîte serait en train de tomber à chute libre. Ce qui arrête cette boîte de tomber, c'est en effet la force normale. La force normale, elle, par définition, vous allez voir, elle est toujours perpendiculaire à la surface. Toujours à 90 degrés avec la surface. Une surface de contact entre deux objets, j'en ai de 90 degrés. Il faut que ça soit perpendiculaire, il n'y a aucune exception. Aussi, c'est une force réactive. En d'autres mots, il n'y a pas de force normale à moins qu'il y ait une force appliquée. Moi, comme c'est là sur mon plancher, j'applique ma force gravitationnelle. J'ai un poids, je pousse techniquement sur mon plancher. Le fait que je ne tombe pas à travers mon plancher me dit qu'il y a une force normale qui pousse vers moi. Ça, c'est la force normale de mon plancher. Si je me déplace à l'endroit où j'étais il y a un instant, il n'y a plus de force appliquée. Il n'y a plus de force gravitationnelle vers le bas. Donc, je n'ai plus besoin de force normale pour la contrer, disons. Okay? Donc, la force normale, c'est une force réactive. Elle réagit juste à une autre force appliquée, ou une autre force qui est en train d'agir. Et elle est toujours perpendiculaire à la surface de contact. Okay? Souvent, dans nos cas en 11e année, la force normale va être en train de combattre la force gravitationnelle. Souvent. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Il faut faire attention avec celle-là. Okay, passons à la force de frottement ou la force de friction. Là, les mots peuvent varier dépendant du cours que tu vas prendre, dépendant de l'enseignant que tu vas avoir, dépendant du manuel. Je pense que celui de 11e et 12e utilise des mots différents. La force de friction, elle, F, c'est une force de friction. Elle aussi, c'est une force semi-réactive. Là, on va élaborer ça plus tard dans notre section de la force de friction. Je vais en parler vite fait ici. Donc encore, on va dessiner notre surface fixe avec une boîte. Bon, jusqu'à date, on avait vu cette situation, on sait qu'il y a une force gravitationnelle et une force normale. Ces forces-là ne vont pas disparaître. J'ai encore FG et j'ai encore F. Force normale, force gravitationnelle. Qu'est-ce qui arrive si je commence à pousser sur mon objet? Qu'est-ce qui arrive si moi, je mets une force appliquée? Je commence à pousser. Donc, moi, j'applique une force appliquée. Force A pour force appliquée, on va dire. Sur de la glace, où il n'y a aucune friction du tout, il n'y a aucun frottement, disons que c'est une glace très spéciale, je pousse et la boîte commence à bouger. Qu'est-ce qui arrive si c'est un réfrigérateur dans une maison? Je pousse sur le réfrigérateur, disons, quelqu'un pousse sur le réfrigérateur, disons que Michos pousse sur le réfrigérateur, il n'est pas capable de le faire bouger. Le réfrigérateur ne bouge pas. Pourquoi? C'est à cause qu'il y a une force de friction qui va contre sa force. Il y a autant de friction qu'il y a de force appliquée. Michos n'est pas capable d'appliquer une assez grande force pour faire bouger le réfrigérateur. C'est pour ça qu'on dit que c'est une force réactive. Sans Michos qui pousse dessus, il n'y a pas de force de friction. Un réfrigérateur tout seul, là, il n'y a personne qui pousse dessus, ne subit pas de friction.
Quand quelqu'un essaye de le faire bouger, là, il y a de la friction. On appelle ça de la friction statique. Statique veut dire que ça ne bouge pas. Il y a d'autres types de friction. Disons qu'on demande à Corbin de venir les pousser. Corbin étant beaucoup plus fort que Mitchell, il pousse dessus puis il est capable de le faire bouger. Corbin pousse, il fait bouger le réfrigérateur et maintenant le réfrigérateur est en train de bouger. Ce n'est plus statique dans ce cas-là. C'est plus immobile. Maintenant, le réfrigérateur est en train de bouger dans la direction que Corbin pousse. Parce que maintenant, la force appliquée est beaucoup plus grande, merci à Corbin. La force appliquée par Corbin est plus grande que la force de friction que le réfrigérateur subit. Donc, dans ce cas-là, c'est en train de bouger. On appelle ce type de force de friction de la force de friction cinétique. Vous allez voir, c'est un peu... ça va devenir plus clair à la fin de cette unité. Donc, pour la force de friction, c'est une force réactive, kind of, quand c'est immobile. Quand c'est immobile, il va juste avoir de la friction si on applique une force. Une fois que ça commence à bouger, on n'a plus besoin de force qui la fait bouger. Donc, pensez à une balle de bowling. Tu lances la balle de bowling, une fois qu'elle part de ta main, il n'y a plus de force qui la fait avancer. Mais elle va ralentir par elle-même éventuellement. Même si elle ne se rend pas au quai, disons que c'est une chose qui la lance, elle ne va pas se rendre au quai. Elle va arrêter avant de frapper les quais à cause qu'il y a beaucoup de friction qui va la ralentir. Donc, ça n'a pas besoin d'avoir une force pour avoir de la friction, dépendant de la type de friction. On va en parler plus en détail plus tard. Pour tout de suite, considérez que la force de friction, c'est une force semi-réactive qui est toujours parallèle à la surface. Remarque que voici ma surface, voici la force de friction. Dans mon plan incliné tout à l'heure que j'avais dessiné, là, la force de friction soit dans la direction vers le haut ou vers le bas, toujours parallèle à la surface. Aussi, la force de friction va toujours s'opposer soit à la force appliquée, dans le cas de Mitchell, ou dans la direction opposée du mouvement, comme dans le cas de la balle de bowling à Mitchell. On va en parler un peu plus en détail plus tard. Pour tout de suite, c'est les informations à garder pour celle-ci. La force appliquée, c'est un nom vraiment générique qu'on utilise pour n'importe quelle force qu'on veut nommer. Donc, comme j'ai mentionné ici, on avait ici la force appliquée à Mitchell, la force appliquée à Corbin, la force appliquée à n'importe qui. On pourrait utiliser ceci comme n'importe quel, vraiment n'importe quel type de force. Ça pourrait être une corde qui tire sur un objet, ça pourrait être quelqu'un qui pousse, quelqu'un qui donne un coup de pied. Ça n'a pas d'importance, c'est vraiment juste un nom qu'on donne pour une force qu'on veut appliquer sur un objet. Donc, pour force appliquée, on pourrait faire tout simplement un petit dessin. J'ai ma boîte. J'ai une personne qui essaie de faire bouger la boîte. Force appliquée. Que sont les forces qui agissent sur mon objet? N'oubliez pas, mon objet est concentré à son centre de masse. Il y a une force gravitationnelle, certainement, on est sur la Terre ou une planète quelconque. J'ai une force normale qui va contrer la force gravitationnelle. Et comme c'est là, j'ai une force appliquée. J'ai une poussée de cette personne. Force appliquée qui est en train de pousser. Oui, quand même assez direct celle-là, assez simple. Pensons à la force gravitationnelle. La force gravitationnelle, c'est la force que la majorité du monde reconnaisse avant n'importe quelle autre. On parle d'une force, oui, la force de gravité. Même les petits-enfants, des fois, vont en parler. La force gravitationnelle, c'est une des forces fondamentales universelles. C'est fondamental, en d'autres mots, elle n'est pas une conséquence d'une autre force. Comme la force appliquée, c'est une conséquence de la force électromagnétique. Mes électrons poussent sur les électrons du mur, de la boîte, peu importe. La force gravitationnelle elle-même est fondamentale. Il n'y a rien en dessous d'elle qui va l'expliquer. Il y a différentes théories qui expliquent d'où elle vient, mais pour Physique 11, c'est une force fondamentale. Elle agit de façon décrite par l'équation universelle de Newton, qu'on va voir plus tard. Donc, c'est une force universelle, donc elle s'applique tout partout dans l'univers, de ce qu'on peut remarquer. Les galaxies vont suivre cette force, la Terre autour du Soleil va suivre cette force, les trous noirs vont toutes réagir de façon décrite par la force gravitationnelle que Newton a découvert il y a longtemps. Okay. C'est une force qui ne peut que attirer des objets. Tu ne vas jamais voir la force gravitationnelle pousser contre un objet. Vous pensez à la Terre à l'entour du Soleil, c'est comme qu'il y a une corde entre le Soleil et la Terre. Cette corde est la force gravitationnelle. Elle peut juste tirer. En effet, avec une corde, tu peux seulement tirer. Tu as déjà poussé quelque chose avec une corde, ça serait impressionnant.
Donc, pensez-y un peu comme une corde. Ça peut strictement tirer des objets. Force gravitationnelle, la direction. Souvent, les personnes vont parler de la direction comme étant vers le bas. C'est pas faux quand on parle de la Terre. On va souvent considérer que la force gravitationnelle pousse vers le bas. C'est logique. Mais quand on va parler des orbites des planètes en 12e année, le bas n'est plus vraiment clair. Donc, ceci étant dit, je vais faire une petite image. Là. On est sur la Terre, puis on a un élève ici. C'est Virginie. Mon cheveu. Et on va avoir Mitchells qui est en Australie quelque part. Là. En train de sauver les petits koalas. Les cheveux. Évidemment. Remarquez que leurs cheveux, les deux, sont en train de tomber vers quelque chose. Ils ne sont pas en train de tomber vers le bas ici. Hein? Pour moi, dans mon contexte, le bas, ça serait là. La force gravitationnelle tirait vers là. Dans mon dessin, là, Mitchells, pourquoi que ses cheveux ne sont pas en train de tomber vers le bas? C'est parce que pour lui, le bas a changé. Hein? La direction vers le bas, lui, ça serait vers là. Pour Virginie, ça serait vers là. Donc, dépendant de ce que tu es, le bas peut changer. Donc, pour être plus clair, on va dire que la force gravitationnelle attire toujours vers le centre de masse. Où est le centre de masse de la Terre? Hein, le centre de gravité, le centre de masse? Dans le centre. On est en train de tirer, ou la Terre est en train de tirer sur Mitchells avec une certaine force vers le centre de la Terre, et tire sur Virginie vers le centre de la Terre aussi. Donc, la force universelle qui attire tous les masses vers le centre de masse, ou vers le centre de l'un de l'autre. On pourrait aussi considérer genre la Lune. Donc, j'ai la Lune qui est en train de tourner en orbite, alentour. Mais la Lune, elle aussi, est concentrée à un point. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que ces deux forces sont en train d'attirer un sur l'autre. Hein? Les deux vers le centre. La Terre vers le centre de la Lune et la Lune vers le centre de la Terre. Donc, la force gravitationnelle, elle ne fait qu'attirer. Elle est universelle et elle attire vers le centre de masse. Aussi, assez intéressant, c'est la force la plus faible dans l'univers. Donc, on a vu les 4 forces fondamentales. La force forte nucléaire, ça garde les protons ensemble. Tu as une force qui est quand même assez intense. Si tu as des aimants ou des charges positives et négatives que tu essaies de rapprocher, là, ils ne veulent pas se rapprocher. C'est quand même assez tough. Il y a même des aimants là, que tu es capable de faire soulever des trains, hein, des trains maglev. C'est un train qui est en train de se faire supporter par des aimants. C'est une force qui est très puissante. J'ai pas d'aimant. J'ai pas d'aimant. J'ai un aimant. Trouver quelque chose que je peux soulever. Là. Allons voir. Je n'ai pas de grand aimant malheureusement. Mais si vous en avez à la maison, faites l'expérience. Prenez des trombones. Des trombones et laissez-les tomber. Essentiellement, tu as toute la force gravitationnelle de la Terre qui tire sur ces trombones pour tomber vers le sol, vers le centre de la Terre. Prends une petite aimant et soulève les trombones. Remarque que juste une petite aimant est capable de soulever une masse, hein, une trombone, qui est en train de combattre toute la force gravitationnelle de toute la Terre. Tu as 2 forces qui se battent. Tu as effectivement ta trombone, un petit paperclip là, trombone de même. Quelles forces sont en train d'appliquer dessus? Bien, tu as une force gravitationnelle qui est due de toute la Terre. Tu as toute la Terre qui tire sur elle. Et tu vas avoir une force d'une petite aimant qui va la soulever comme si c'est rien. La raison est que la force gravitationnelle est extrêmement faible. Elle est très, 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 très faible. Si tu mets 2 personnes une à côté de l'autre, donc on a Sierra et Gabriel dans l'univers et qui flottent une à côté de l'autre, même s'ils sont quand même assez proches, là, la force gravitationnelle entre les deux est inexistante, tellement qu'elle est petite. Ça ne vaut même pas la peine de la considérer. Tandis que, si les deux auraient des aimants, elles pourraient s'attirer quand même assez facilement. Ça aurait un plus grand impact. La chose importante de la force gravitationnelle, même si c'est la plus faible, c'est la seule qui peut agir sur des grandes distances. Ton aimant ici, là, si tu la soulèves de 1, 2, 3 cm, là, elle ne fonctionne pas très très bien. Si tu es à 1 mm, extrêmement forte. La force gravitationnelle, elle est très faible, mais elle peut agir sur de très très grandes distances. C'est pour ça que la Terre en orbite autour du Soleil, c'est une force faible, mais elle agit sur des grandes distances.
le Soleil qui orbite alentour de la galaxie elle-même. Tout notre système solaire tourne autour de la force alentour du centre galactique. Ça, c'est une force faible, mais qui agit sur de très grandes distances et qui provient d'une masse extraordinairement grande, mais de toute façon. Force, une des plus faibles. OK. Finalement, la force nette, la force résultante. Donc, le Fn là, que j'avais parlé, là, la force normale, qui était avec un grand N. Maintenant, on va aller voir la force nette. On va utiliser un petit n, un n minuscule, pour démontrer celle-ci. À cause ce n'est pas la même valeur. Donc, faites attention, la force nette, F petit n. Des fois, dans votre manuel, ils vont parler de force résultante. 11 et 12, ils vont changer dans les manuels. Ça me dérange un peu, là, mais moi, j'essaie d'utiliser la force nette autant que possible. La force nette est par définition la somme vectorielle de toutes les forces qui agissent sur un objet. Donc, par définition, là, on pourrait dire que la force nette est égale à la somme, un petit m de même, là, ça c'est un symbole qui veut dire la somme. J'additionne plein de choses. La somme de toutes les forces qui sont en train d'agir sur un objet. Okay? C'est ça que je veux dire. La force nette est égale à la somme de toutes les forces. Donc ça serait genre FA plus FB plus FC, etc. On additionnerait toutes les forces. Étant que vous sachez c'est quoi des forces, des sommes vectorielles, on a fait des sommes vectorielles de déplacement, on va faire la force nette en X est égale à la somme de toutes les forces en X. La force nette en Y est égale à toutes les forces qui agissent en Y. Quand on recombine, on va prendre ça et on va utiliser Pythagore et Socatora. Donc ça va revenir beaucoup. Hein? Toutes les choses qu'on a faites avec trig, ça revient souvent dans notre unité de dynamique aussi. Ouais. On passe aux prochaines notes. L'addition collinéaire des vecteurs. Collinéaire veut dire qu'on est en ligne, en ligne droite. On va partager une dimension. Largement en 11e année, ça va être en une dimension de force. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas vous donner des problèmes de 2 dimensions parfois. Là, ça ne devient pas très, très compliqué. Ça rajoute un peu plus de travail. Mais on va en parler un peu. Bon, comme avec les vecteurs de vitesse, de déplacement et d'accélération, les vecteurs de force peuvent s'additionner. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui poussent sur un objet, ça va avoir une plus grande force nette qui est en train d'agir sur cet objet. Hein, Mitchell ne peut pas bouger le réfrigérateur par lui-même, mais peut-être avec de l'aide de Virginie, il va être capable. Hein. Mais tout seul, non. Donc, on cherche à trouver les sommes vectorielles. La somme vectorielle, une fois que tu as la somme, on appelle ça la force nette. Donc, les exemples de diagrammes de force, premièrement, on a un petit bonhomme qui est en train de tenir une boîte contre le mur. Là, je peux vous montrer un exemple. Là. Si je mets une boîte contre le mur, ça tombe. Hein? Ça tombe, ça peut tomber, ça peut tomber. Ça ne fonctionne pas. Si je mets mon doigt ici, maintenant, elle ne veut plus tomber. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'appliquer une force contre la surface. Il va y avoir une force normale qui réagit pour arrêter la boîte de passer à travers le mur. Et donc, il va y avoir aussi une force de friction. Okay. Donc, mon petit bonhomme, il y a un mur, il y a une boîte, et j'ai un petit bonhomme qui est en train de pousser contre là. Allons placer toutes les forces qui agissent sur ma boîte. Donc, ma boîte, on l'approxime comme étant un point simple, elle va avoir une force gravitationnelle. La force gravitationnelle essaie de la faire tomber. Elle ne veut pas tomber. Pourquoi est-ce qu'elle ne tombe pas? Qu'est-ce qui l'arrête de tomber? Je ne peux pas me dire que ça va être la personne qui pousse dessus. Je suis d'accord qu'il y a une personne qui pousse dessus, on va dire ça, c'est une force appliquée. Mais la force appliquée, elle, est en X, hein, est horizontale. La force gravitationnelle, elle est verticale. Qu'est-ce qu'on connaît des mouvements là, et des indépendances des axes? En X et en Y, aucun effet un sur l'autre. Donc, si j'ai une force appliquée horizontalement, elle ne peut rien faire pour combattre une force verticale. Donc, ça ne peut pas être la force appliquée. On va revenir à la force gravitationnelle. Il y a une force appliquée. Il pousse dessus, là, il pousse sur la boîte. Est-ce que la boîte passe à travers le mur? On ne dirait pas d'après mon dessin. Elle est immobile. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il faut qu'il y ait une force qui va contre la force appliquée. Qu'est-ce qu'on appelle cette force-là? De quel type? Effectivement, ça va être une force normale.
La force normale, c'est une surface qui réagit à une force appliquée. Donc, jusqu'à date, on a parlé de force normale comme moi qui est sur un plancher et j'ai une force normale qui pousse vers le haut pour aller contre ma force gravitationnelle. On pourrait aussi avoir une force normale contre ma boîte. Hein, moi, je suis en train de pousser contre le mur avec une certaine force appliquée. Est-ce que mon objet est en train de passer à travers le mur? Non, il y a quelque chose qui l'arrête. Qu'est-ce qui l'arrête? Bien, mon mur est solide. Il est capable de retourner, de repousser contre ma boîte. Donc, on appellerait ça une force normale, puisque ça vient d'une surface. Hein, elle est quand même perpendiculaire à la surface ici. Donc, jusqu'à date, force appliquée et une force normale, les deux ont la même grandeur, ils vont s'annuler. Hein, une grandeur, je vais dessiner les mêmes grandeurs. Mais j'ai une force gravitationnelle qui tire vers le bas. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait quelque chose qui arrête ma force gravitationnelle. Ça va être une force de friction. Okay? J'ai une force de friction ici qui se produit. Ma boîte, si je ne pousse pas assez fort, elle commence à tomber. Hein? Éventuellement, si je ne la tiens pas, elle va tomber. Si je pèse assez fort pour la garder là, ça veut dire que je suis en train de créer une force de friction avec le mur. Imagine si je frotte là. Je le tiens, je frotte. Éventuellement, là, je pourrais réchauffer le mur. J'ai même peut-être un petit dégât. Oups. Je peux montrer qu'il y a de la friction entre le mur et ma boîte. Puis ça vient de moi qui pousse dessus. Donc, la force normale, elle réagit à cause de la force appliquée. Et la force de friction, elle est créée aussi à cause de la force appliquée. Sans la force appliquée, il n'y aurait pas de force normale et il n'y aurait pas de friction non plus pour la garder là. Donc la force appliquée, là, elle a de grands effets sur les autres forces réactionnaires et secondaires. OK. Notre prochain diagramme de force. On pousse un chariot tel qu'il accélère dans la même direction que la force appliquée. Donc, cette fois, j'ai ma surface. J'ai un chariot sur des roues. Je suis en train d'appliquer des forces. Attends, il y a un petit bonhomme qui pousse là. Pousse sur la boîte. Donc, mon chariot, c'est l'objet qui m'intéresse. Quelle force est-ce qu'il est en train de subir? On pourrait dire la force gravitationnelle, standard, force normale, aussi environ la même grandeur, plus grande. Et j'ai une force appliquée. Ici, ma force appliquée, c'est la seule qui est en train d'agir en X, hein, horizontalement. On n'a pas parlé de friction, puis on a dit que la boîte est en train d'accélérer. Puisqu'elle est en train d'accélérer, on peut dire que la force nette, en Y, la force nette s'annule, la force normale et la force gravitationnelle s'annulent. J'ai une force nette en Y de 0. Et horizontalement, la seule force qui agit, c'est la force appliquée. Donc la force nette en X serait égale à la force appliquée. C'est pour ça qu'il est en train de bouger hein, vers la droite ici. Vraiment, c'est de dessiner les diagrammes de force jusqu'à date qui était important. Allons faire un petit exemple avec des valeurs. Donc, j'ai 3 élèves du cours de physique qui tentent de gagner une compétition de souk à la corde. C'est quoi souk à la corde? Tug of war. On va faire un petit tug of war avec leur enseignant. Donc, j'ai l'enseignant ici, qui se tient par terre, il va tenir une corde. Puis ensuite, j'ai des élèves qui vont tirer dessus, là. Une game de fou. Je dessine bien. Là, tu as courbé en arrière qui est là. OK. Donc, j'ai des forces qui sont en train d'être appliquées sur mon objet. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui arrive à la corde. D'habitude, on va mettre genre un petit drapeau sur la corde pour voir où est-ce que la corde va bouger. Hein? Est-ce que la corde va être d'un bord ou de l'autre d'une marque qui va montrer les gagnants. Donc, quelles forces sont en train d'agir sur ce point-là? Donc, ils nous disent, l'enseignant arrive à tirer avec une force de 235 newtons. Donc, on va dire, j'ai une force, ça va dire force Wallet, FO pour moi. Ça va être ma force, la force de l'enseignant. Et que les élèves tirent avec des forces de 80, 70 et 85 newtons. Donc, je vais avoir ça. Force de élève 1, force de élève 2 et ensuite une force de élève 3. Élève 3. Tout vectoriel. Puis j'avais 80 newton, 70 newton et 85 newton. Puis Wallet le tire avec 235 newton.
235 newtons. Donc, ça va être quoi la force, ça va être quoi le résultat de la compétition? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, pour savoir qui va gagner, ben, je sais que ça a l'air simple, là, tu vas savoir, ben, on additionne, on va voir c'est qui a la plus grande force. Mathématiquement, comment est-ce qu'on montre ça? Moi, j'aimerais trouver c'est quoi la force nette. Par définition, la force nette, c'est la somme de toutes les forces. Donc, on va spécifier, là, c'est en X. On parle horizontalement. La force nette, ce qui va me dire si je m'en vais à gauche ou à droite, c'est qui est en train de gagner. Quelles sont les forces qui sont en train d'être appliquées sur mon point là? On a force à Wallet, plus la force de l'élève 1, plus la force de l'élève 2, plus la force de l'élève 3. Okay, je vais montrer toutes les forces qui sont en train d'agir sur cette corde-là, à ce point-là. Wallet lui tire avec quoi? 235. 235 newtons. Dans quelle direction? N'oubliez pas, c'est un vecteur. Là. Ça, c'est extrêmement important. Vecteur, j'ai besoin d'une direction. Remarque, lui, s'en va vers la gauche. Par convention, droite, c'est positif. Gauche, c'est négatif. On va regarder notre convention. Négatif, 235. 235 newtons, pardon. Élève 2, lui, 80 newtons positif, puisque ça va vers la droite. Élève 1, 80 newtons. Élève 2, 70 newtons vers la droite. Et élève 3, 85 newtons vers la droite. Là, on trouve, c'est quoi notre résultat? C'est quoi la force résultante? 235 newtons négatif, plus 80, plus 70, plus 85 newtons, ça nous donne quoi? Si on calcule tout, la force nette, c'est 0. Donc, c'est quoi le résultat de ceci? Est-ce qu'il y a une force qui est gagnante vers la gauche ou vers la droite? Non. Puisqu'il n'y a aucune force nette. Même s'il y a plein de forces qui sont en train d'appliquer dessus. J'ai plein d'élèves, j'ai un enseignant, là, il y a plusieurs personnes qui appliquent une force. La force nette est 0. Il n'y a aucun changement d'état. Donc, si mon point ici était immobile pour commencer, il va rester immobile. Hein? Donc, on pourrait dire, donc, aucune force nette implique que personne gagne. Okay? Ça serait vraiment ça. Il n'y a pas de changement d'état, à moins qu'il y ait une force nette. Tu peux avoir plein de forces qui agissent sur toi, mais si la force nette est nulle, est 0, tu ne changes pas d'état. Jusque moi qui est debout comme c'est là, je ressens une force gravitationnelle vers le bas, une force normale vers le haut, mais je ne tombe pas et je ne vole pas non plus. Je n'ai pas de changement d'état. Passons à la prochaine question. Un autre petit diagramme de force. Une voiture ayant un poids. Ça c'est un beau mot. Poids. Le poids, quand on parle de poids, le poids est considéré comme étant une force. Donc, souvent, quand on va parler de la force gravitationnelle, au lieu de dire la force gravitationnelle, on va dire le poids. Mon poids n'est pas ma masse. La masse ne change pas. Que je sois sur la Terre ou dans l'espace, j'ai toujours la même masse, disons 85 kg. Okay? Ma masse va rester constante, c'est le montant de quantité de matière qui est dans mon corps. C'est une façon de décrire la masse. Que je sois sur la Lune, dans l'espace, dans une zone spatiale, sur le Soleil, peu importe, ma masse ne change pas. Mon poids en comparaison, peut varier largement. Sur la Terre, j'ai un poids d'un certain montant de livres ou un certain montant de newtons. On peut mesurer le poids en newton, effectivement. Le newton, c'est l'unité de mesure internationale standard, mais le poids, on pourrait aussi le mesurer en livres. Souvent, on dirait en mes pounds, mais ça c'est en livres. Donc, le poids, ça, là, c'est similaire à la force gravitationnelle. C'est essentiellement la même chose. Dans ce cours, quand on va parler de poids, on veut l'avoir en newton. Je mets ça c'est en newton, le poids. Ce n'est pas la masse. Grosse différence entre la masse et le poids. Ta masse ne change pas. Ton poids peut varier. Sur la Terre, j'ai un certain poids, je ressens une certaine force vers le bas. Si je serais sur la Lune, j'aurais un plus petit poids. Il y aurait moins de force gravitationnelle. Si je serais dans l'espace, j'ai quand même de la masse, mais mon poids est 0. Je suis en train de flotter, là, je ne ressentirai aucun poids. Okay. Donc, une voiture ayant un poids de 10 000 newtons vers le bas, effectivement, le poids va se tirer vers le bas, roule sur une route plane, donc horizontale,
La voiture subit une force normale, une force N, hein, normale de 10 000 vers le haut, qui est normale. Hein, les deux vont s'annuler. Normal, hein? Une résistance de l'air, FR, de 2500 vers l'arrière et une force de frottement de 2500 vers l'arrière aussi sont exercées par la route sur les pneus. Trace le diagramme de force. J'ai mon objet ici, dans la voiture. Que sont les forces qui agissent sur mon objet? On avait dit, j'ai une force gravitationnelle, FG de 10 000 newtons. Là-bas, j'ai une force normale, qui était aussi de 10 000 newtons. J'espère bien que la force normale sur une route soit égale à le poids, la force gravitationnelle, de ma voiture. Sinon, ben, ça veut dire que soit je suis en train de tomber vers le centre de la Terre, si je n'ai pas assez de force normale. Si j'en ai trop, ben, ça veut dire que je suis en train de voler vers le haut, accélérer vers le haut. Ça ne fait pas de sens. Donc, les deux s'annulent. Je n'ai pas de changement d'état verticalement. Horizontalement, ils me disent que j'ai une force de résistance de l'air vers l'arrière. Force de résistance de l'air. On va appeler ça force R. On va faire pareil. Force R qui est égale à 2500 newtons vers l'arrière. Et une force de frottement aussi vers l'arrière. Donc, je suis en train de ralentir. 2500 vers l'arrière. Newton. J'ai deux forces vers l'arrière. Ça, c'est le diagramme de force. Le voilà. Si je te demanderais de trouver la force résultante en X et en Y. En X, la force nette en X est égale à la somme de toutes les forces en X. Les forces qui sont en train d'agir, j'ai une force d'air et une force de friction. L'air, c'est de négatif 2500 newtons. Et la friction aussi est de négatif 2500 newtons. En tout, je suis en train de ralentir, ou je suis en train, de subir une force de négatif 5000 newtons. Donc, ma force nette en X, c'est vers l'arrière. C'est pour ça qu'on pourrait dire que ma voiture change d'état vers l'arrière. Soit qu'elle est en train d'accélérer vers l'arrière, ou elle est en train de ralentir. Encore, sa vitesse diminue. Hein? La vitesse serait vers l'avant, l'accélération vers l'arrière, et est en train de ralentir dans ce cas-là. En Y, en comparaison, j'espère que ma voiture n'est pas en train d'accélérer vers le bas ou accélérer vers le haut. Ça serait bizarre à voir. C'est pour ça qu'on va voir en Y la somme de toutes les forces. En Y, j'ai une force gravitationnelle plus une force normale. Force gravitationnelle est de négatif 10 000 newtons, puisque c'est vers le bas. Et la force normale est de positif 10 000 newtons. En tout, ma force nette en Y serait 0. Donc, j'aurai ma force nette en X qui me fait ralentir, et j'ai ma force nette en Y qui ne fait rien. Je suis en train de rester dans mon état en Y. En Y, je ne monte pas vers le haut ni vers le bas. En X, je suis en train de ralentir. Donc, voilà ma première... mon problème ici. Prochainement. Un autre petit diagramme de force. Deux personnes, Aline et Bert, d'un lac à l'aide d'une corde, sortent en canot à l'aide d'une corde légère. Alors ici, on va souvent parler des cordes légères, des poulies sans masse. Ceci, c'est à cause, on approxime qu'il n'y a aucune perte d'énergie. Il n'y a pas de friction dans la corde. Ça simplifie le problème. Donc, imaginez juste que c'est une corde qui est en train de tirer, on applique une force dessus, tout simple. Chaque personne applique une force de 60 newtons vers l'avant sur la corde. La force de frottement exercée par la plage sur le canot est de 85 newtons vers l'arrière. À l'aide d'un diagramme de force, calcule la force résultante exercée sur le canot. Donc, j'ai mon beau canot. On va l'approximer comme étant un petit point. Que sont les forces qui agissent sur ce point? Bien, on a la force à Aline, FA, qui est de 60 newtons. Et on a la force de Bert, FB, qui est aussi de 60 newtons. La force de friction aussi est aussi en train d'appliquer, qui est plus grande. Hein? La force de frottement, force de friction, peu importe, est de 85
newtons. Donc, voici les forces qui sont en train d'appliquer sur mon objet. On pourrait dire qu'il y a une force gravitationnelle. Ici, je suis en train de regarder vers le haut. Hein? C'est comme un aerial view. Je regarde du haut, je vois que Aline et Bert tirent, la force de friction vers l'arrière. J'aurais techniquement une force gravitationnelle vers le bas qui rentrait à l'intérieur et une force normale vers l'extérieur, vers le haut, disons. Puisqu'on assume que les deux vont s'annuler, hein? Mon canot n'est pas en train de tomber vers le centre de la Terre, ni est-il en train de voler. On assume que les deux s'annulent. C'est vraiment juste en X que ça m'intéresse, horizontalement. Donc, la force nette est égale à la somme de toutes les forces. Puisqu'on est seulement horizontal, je ne vais pas spécifier. On pourrait mettre notre petit x. On parle juste d'une dimension, donc ce n'est pas nécessaire dans ce cas-là. Les forces sont en train d'être appliquées sur mon objet. Force à Albert, Aline, force à Bert, plus la force de friction. Ce sont seulement ces trois forces-là qui sont en train d'être appliquées. On pourrait voir, là, 60 plus 60, 120, 120, c'est plus grand que 85. C'est beau. Apprenez des bonnes habitudes avant que ça devienne plus complexe. Donc, la force à Aline est de 60 newtons positif, puisque c'est vers la droite. Bert aussi, 60 newtons positif. Et la force de friction, elle est négative vers l'arrière, 85 newtons. 60 plus 60, j'ai 120. 120 newtons, moins 85 newtons, qui me donne 35 newtons positif. Donc, la force nette est positive. L'accélération, donc, ou le changement d'état, serait positif aussi. Donc, la force nette est de 35 newtons vers l'avant. La direction est importante. Et là, c'est tout. Je vais essayer de ça là pour aujourd'hui. Demain, on va parler des 3 lois de Newton, super important. Donc, pratiquez-vous à voir les définitions des forces, dessinez tes diagrammes de force. Je vais mettre des devoirs sur Classroom, ainsi que les notes. J'espère pouvoir enregistrer une fois par jour. Pour vous autres, ça peut prendre un peu de temps, donc donnez-moi la chance. Si vous avez des questions, postez-les sur le Classroom. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le PPP, là, mais pense, parle, partage, c'est ça. Pense, parle, partage. Pense-y, pense à tes affaires, écoute-le 2-3 fois s'il faut. Parle-en avec quelqu'un, va en parler avec les autres élèves de la classe et partage ce que tu as compris. Si tu as manqué quelque chose, si c'est quelque chose qui n'est pas clair, après ça, viens me poser une question. Si je vois d'autres vidéos qui peuvent vous aider, je vais les poster aussi. Donc, c'est ça. Lavez vos mains.